abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abonnez-vous Matin. Il est 10h, nous sommes comme d'habitude en direct des locaux de Mediapart. Abonnez-vous Matin tous les vendredis de 10h à midi. On invite des journalistes de médias indépendants, mais aussi des créatrices et créateurs de contenu. Et depuis le début de l'année, on fait des numéros toutes les 2 semaines spéciales municipales. On a déjà fait Marseille, on a déjà fait l'Île-de-France, on a déjà fait, c'est tout, je crois, parce qu'aujourd'hui, c'est le 3e numéro. On fait Strasbourg pour continuer ce petit tour de France des enjeux des municipales. Je rappelle qu'il y a aussi l'émission Abonnez-vous avec ma collègue Anna. Ça, c'est le lundi à partir de 18h où vous pouvez découvrir les coulisses de Mediapart. Mais en attendant, on est ici ensemble jusqu'à 11h avec nos invités, puisqu'on a une espèce d'installation technique un peu inédite dans l'émission, puisqu'on est à moitié en visio et à moitié en présentiel. Et ensuite, à partir de 11h, ce sera la revue de presse des articles de Mediapart jusqu'à midi. Donc je suis aujourd'hui avec 2 journalistes de Rue 89 Strasbourg. Alors je vais afficher Eva qui était cachée par le layout. Alors je reçois Eva Chiban qui est journaliste politique à Rue 89 Lyon. Salut. Bonjour, à Rue 89 Strasbourg. À Rue 89 Strasbourg, ça commence bien. J'étais en train de me penser à ma prochaine émission, tout va bien. Rue 89 Strasbourg, puisqu'on parle de Strasbourg, c'est donc logique. Et je reçois aussi Pierre-France, tu es fondateur et directeur de la publication de Rue 89 Strasbourg, je me trompe pas cette fois-ci. Et on va en parler donc dans ce dispositif technologique inédit. Il y a déjà quelqu'un qui dit Eva, super tes articles dans le chat. Il y a déjà des fans, quelqu'un qui nous écoute en direct depuis le Capitole Strasbourg, je suis étudiante, voilà déjà le chat qui est très actif. Merci à tous les deux d'être là déjà. Le chat, n'hésitez pas à me dire s'il y a des différences de son entre les invités. On va essayer de régler ça pour que ce soit le plus confortable possible pour vous. Donc Strasbourg, capitale de la région Grand Est, préfecture de la région Grand Est, 8e ville de France avec près de 300 000 habitants comptant uniquement intramuros, avec bien sûr le siège du Parlement européen et de plusieurs autres institutions européennes. On en reparlera peut-être un petit peu cet enjeu-là dans les municipales qui n'est peut-être pas central, mais je l'évoque quand même. Et on va donc parler de cette campagne, une ville qui est concernée comme d'autres, Poitiers, Lyon ou encore Bordeaux. Il y en a d'autres, bien sûr, Besançon par exemple, j'en oublie probablement. Strasbourg, c'est une des villes qui a été concernée par la vague verte de 2020 avec l'arrivée de Jeanne Barséguian à cette municipale-là, après quelques années de municipalité socialiste. Pour commencer, peut-être une première question pour toi, Eva. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce mandat écologiste? Quels enseignements on peut en tirer? On peut peut-être commencer par est-ce qu'il y a déjà des promesses qui ont été faites, qui ont été plutôt tenues? On va commencer par le positif pour une fois dans cette émission. Effectivement, commençons par le positif. Dans ce mandat, on avait des points forts qui ont été annoncés, notamment l'un d'eux, c'était la démocratie participative. Donc c'était une des promesses d'intégrer plus les citoyens, de leur donner plus de place, etc. Alors, est-ce qu'on peut parler de positif? Oui, parce qu'il y a plein de nouveaux outils qui ont été mis en place. C'est une municipalité qui a essayé, qui a voulu réformer, etc. Donc on a eu des nouveaux formats. On est passé d'un format, par exemple, de conseil de quartier à ce qu'on appelle des assemblées de quartier. Donc c'était des formats qui étaient différents, qui permettaient d'avoir des stands, de discuter, de ne plus être dans un format où tout le monde est, entre guillemets, devant une espèce d'agora où une seule personne parle. C'est un format qui a plus ou moins convaincu pendant un premier temps. En tout cas, c'est des outils qui ont été mis en place pour essayer de mieux faire. Donc, ça, on peut le mettre dans les points positifs, même si après, on pourra peut-être venir sur ce qui a moins bien marché dans la démocratie participative. On y viendra. Donc, on y reviendra. Donc, on avait cette promesse-là. On a aussi sorti aujourd'hui un bilan sur l'urbanisme que vous pouvez retrouver sur notre site. Et là, pareil, alors c'est aussi un bilan qui est un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est une municipalité qui a essayé de faire beaucoup de choses, qui par exemple a voulu appliquer donc des mesures comme la ZAN, donc la zéro artificialisation nette des sols, en s'interrogeant sur comment faire pour continuer à créer du logement sans continuer à artificialiser, en protégeant ce qu'on appelle la ceinture verte. Donc à Strasbourg, c'est très spécifique, c'est qu'on est entouré de plein d'arbres et de parcs. Ça peut se voir sur une carte, par exemple. Et donc, on a eu ça. On a eu cette volonté de mieux faire, de moins artificialiser, d'avoir une réelle réflexion sur comment on fait en multipliant des outils. On a eu, par exemple, le fait d'essayer de rechercher des logements vacants, de se mettre en lien avec des propriétaires. Mais en fait, c'est toujours des choses qui sont assez anecdotiques. Suzanne Broly, qui est l'adjointe à l'urbanisme, nous raconte, par exemple, que ça a permis de capter 50 logements par an. Alors qu'on a 30 000 demandes de logements vacants, de logements sociaux, pardon, par an en plus. Donc à chaque fois, on a des petites choses où on se dit, ils ont essayé, c'est pas mal.
Donc, on peut leur attribuer ça dans les côtés positifs, mais ça a beaucoup de limites. Voilà. Et Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce un peu ce panorama de Oui, l'Amérique écolo? en fait, ce qui est intéressant, ce qui était intéressant d'observer avec cette municipalité quand elle est arrivée en 2020, c'est la difficulté de passer des discours aux actes. Parce qu'en fait, on est dans un cadre administratif étatique qui est plutôt fait pour construire, pour développer. C'est-à-dire que ça demande pas beaucoup d'efforts à une collectivité si elle veut construire, si elle veut créer un lotissement, si elle veut créer une zone. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est simple à faire. Par contre, effectivement, si tu veux mobiliser l'existant, si tu veux renaturer, par exemple, ben ça, c'est très compliqué administrativement parce que les outils sont pas prévus. Parce qu'on te demande ce que tu veux faire. Pourquoi mettre rien, en fait? Créer du rien, créer de l'espace, c'est très compliqué. Et donc, en fait, cette municipalité s'est heurtée à cette réalité vraiment administrative du développement. Et c'est pareil sur la démocratie participative. C'est vrai que dans les mots, quand on veut faire participer les habitants, tout le monde se dit c'est génial, bien sûr que les habitants veulent participer, mais en fait, quand ils participent, si on fait une réunion publique à 18h, il y a que les vieux qui viennent. C'est jamais les ménages. Alors ils ont dit bon on va faire une garderie d'enfants, mais enfin bon. Qui va aller faire garder son enfant par des animateurs pour participer à une réunion publique. Donc la démocratie locale, c'est pareil, tout le monde en veut, mais la réalité, c'est que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et en fait, la municipalité écolo s'est heurtée à ces difficultés assez vite. Et ça a provoqué beaucoup de crispation tout au long du mandat. C'est-à-dire que du coup, face à cette difficulté de mettre en œuvre des promesses et des allants qui étaient très positifs, qui ont mis des étoiles dans les yeux des gens en 2020, ça n'a pas été compris. C'est-à-dire qu'il y a pour plein de gens, ça a été frustrant en fait. Eva, tu as écrit un papier il y a 2 semaines sur le site. Investi dans la démocratie participative, les écologistes ont quand même déçu, où tu expliques justement ça, que les habitants se sentent malgré tout, malgré ces nouveaux outils, quand même exclus des décisions, que ce soit sur les extensions du tramway ou le stationnement payant. Tu prends ces exemples, est-ce que tu peux un petit peu expliquer? Et en même temps, je mets le lien de l'article dans le chat pour les gens. Pas de souci. Alors, on a différents dispositifs qui ont déçu. Dans un premier temps, donc, quand la ville déploie sa politique, il faut savoir que ça met 1 an à être réformé déjà au départ. Donc, dans un temps où il y a le Covid, etc., on peut entendre beaucoup de choses, mais ça n'empêche que pendant 1 an, on a plus de conseils de quartier. On a des pétitions citoyennes qui normalement étaient en ligne, qui sont suspendues. Donc en fait, ça crée une frustration. On va avoir un collectif qui se crée et qui va dénoncer ce qu'ils appellent un sommeil démocratique. Donc déjà, ils sont un peu attendus au tournant dès le départ parce qu'ils mettent beaucoup de temps. Ensuite, ils réforment et ils mettent en place donc ce que j'ai expliqué, ce qui sont des assemblées de quartier. Sauf que c'est plus le même format non plus, c'est-à-dire qu'on se rejoint plus tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois avec ce noyau solide. Là, avant, on avait un tirage au sort d'habitants. Et là, maintenant, c'est les habitants qui peuvent venir à leur guise. Donc, c'est super parce qu'en même temps, c'est plus les mêmes. Mais à la fois, c'est aussi des habitants qui sont parfois moins investis dans un format où ils se rejoignent à 2 fois par an. Ça peut être plus, mais j'ai passé pas mal de coups de fil dans plein de quartiers de Strasbourg et ça n'a pas été beaucoup le cas, mis à part dans un quartier qui est proche de l'Allemagne, de la frontière, qui s'appelle Port du Rhin. Donc voilà, donc on va avoir un format où on est là 1 à 2 fois par an. Donc les personnes qui étaient habituées, donc ceux qui avaient été tirés au sort à l'époque dans les anciens formats, on n'a plus cette régularité-là. Par contre, on va avoir ce qu'on appelle des ateliers de quartier. Donc en fait, une fois qu'on se réunit 1 à 2 fois par an, on peut monter des projets et la ville administrait 4 000 € pour faire des ateliers. Sauf que ça, c'est pareil, quand on prend du recul, quand on regarde entre 2023 et 2026, donc il y a eu 32 ateliers lancés et seuls 6 ont abouti pour le moment. Donc déjà, c'est pareil, on a une deuxième frustration chez les gens, c'est qu'il y a énormément de choses qui n'aboutissent pas et ça vient créer d'autres types de frustrations. Pierre, il le disait aussi, mais quand on a ces assemblées, etc., on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de parler de leur quotidien. Donc, ils ont envie de parler des problématiques de leur immeuble, que ça soit de la propreté, du ramassage des poubelles, ça peut être aussi de la régularité d'un service, etc. Mais les gens qui avaient envie de s'investir dans des gros projets, ce qui me rapporte quand je les appelle, c'est en fait, on a eu l'impression d'être investi que pour de la petite problématique de personnes, donc qui avaient envie de parler d'un sujet en particulier, mais jamais de gros projets qui étaient structurants pour la ville, etc. Et donc
c'est là où on en vient, par exemple, au tram Nord ou au stationnement. C'est qu'on a eu différents formats. Sur le tram Nord, on a eu ce qu'on appelle une contribution, où les citoyens ont pu s'exprimer. Ça a recueilli plus de 7000 contributions et étaient proposés 3 tracés pour ce tram qui devait circuler avec différents itinéraires, etc. Et la proposition qui a recueilli le plus de suffrages, si je peux dire ça comme ça, n'est pas celle qui a été choisie. C'est la 3e qui a été choisie. Et ça a suscité beaucoup de frustration chez les gens, parce que il y a ce fait de se dire, là, on pouvait participer sur un gros projet, et en fait, c'est pas choisi. On n'est pas associé. Et donc, on a plusieurs projets comme ça. On a eu aussi un autre format qui s'appelle les conventions citoyennes. Donc là, c'était 100 citoyens tirés au sort qui pouvaient discuter de l'avenir. Là, c'était sur le marché de Noël, il y a 3 ans. Donc, moi, j'étais, pour la petite histoire, à l'époque, en stage à Rue 89, quand j'avais couvert ce sujet. Et on s'est rendu compte que les propositions qui étaient faites à l'issue et ce sur quoi avaient pu travailler les gens, c'était des propositions vraiment extrêmement consensuelles, rien sur vraiment l'avenir ou une vision d'ensemble, c'était l'espacement des stands, ce genre de choses. Donc le sentiment général, c'est il y a eu plein d'outils, c'est pas mal, mais en fait on n'est pas associé sur des grandes décisions. De ce que tu expliques, Pierre, tu peux peut-être répondre. J'ai l'impression qu'il y avait déjà des outils qui existaient de ce type-là avant, mais c'était plutôt une modification, une espèce de refonte de ces outils-là. Et qu'est-ce que tu peux dire de avant le mandat écolo, de ce qu'était la démocratie participative à Strasbourg? Est-ce que c'est un si gros changement que ça ou pas? Oui. Alors déjà, dans le mandat de Roland Ries en 2014, il y avait des outils, KTPS qui est passé chez Macron assez vite. Il y avait des outils de démocratie locale et même il y avait une adjointe qui était en charge de la démocratie locale qui veut reprendre du service. Là, elle s'appelle Chantal Cutajar. Et en fait, il y avait déjà des outils, mais les fondamentaux ne changent pas, en fait. C'est-à-dire que qui décide, c'est toujours les élus, finalement. Les élus sont pas très chauds pour céder une partie de leur pouvoir pour lequel ils se sont battus pendant des années pour l'obtenir. Donc, en fait, toutes les instances de démocratie locale, c'est quand même forcément frustrant à la base, en fait. Et donc, il y a toujours des promesses, mais finalement, tant qu'on ne met pas une sorte de remplacement de la démocratie, finalement, on s'en sortira pas. Donc, voilà, moi je pense qu'on va encore avoir des promesses là en 2020 d'amélioration de la démocratie locale. Là, je crois que Eva, elle peut en parler, parce qu'il y a eu des promesses à nouveau. Mais moi, je suis très critique sur la démocratie participative, en fait. Les gens n'ont pas le temps de faire de la politique, puisqu'en fait, ils élisent des gens pour le faire. Oui, puis même quand ça se fait, de ce que vous me dites, on pense forcément à la Convention citoyenne sur le climat, avec les exemples que vous me donnez sur le tram. En fait, quand il y a du participatif, en fait, c'est pas considéré au même titre qu'une décision d'élu. Alors, il y a eu une Convention citoyenne après l'échec du tram Nord. On y reviendra peut-être. C'est un énorme problème qu'on a eu au cours du mandat, d'un projet d'extension du tramway vers tout le nord de l'agglomération qui a capoté. Et il y a eu une convention citoyenne pour le relancer. Et en fait, qu'est-ce que fait la Convention citoyenne ? Elle n'a pas une vision politique. La Convention citoyenne, forcément, avec 100 citoyens tirés au sort, alors bien sûr, on les forme, on va leur expliquer les contraintes, les enjeux, les modes de déplacement, mais les gens ne peuvent pas se transformer en quelques sessions en ingénieurs des déplacements et du BTP. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un tracé qui va du nord au sud et qui va le plus vite vers le centre, voilà, mais qui répond pas à des objectifs d'équilibre, etc. Et surtout qui ne propose aucune vision politique de la ville. Voilà. Et ça, en fait, c'est-à-dire que c'est super, ces démocraties locales, ces démocraties participatives, mais en fait, c'est des versions abattardies d'une politique locale. Et ça, je pense que c'est toujours pas dans le discours. Il y a personne pour assumer une politique, une vision politique de l'urbanisme, de l'aménagement. Et voilà, donc on tourne autour de ça à chaque campagne électorale. Donc ça, c'est une première ligne de fracture, j'ai l'impression. Deuxième situation qui a, j'ai l'impression, beaucoup posé problème, parce que vous m'avez envoyé, notre rédaction m'a envoyé une petite liste de problématiques par rapport à cette élection. Une affaire de violence sexiste et sexuelle avec une lanceuse d'alerte, Soraya Oudji, qui a été mise de côté par la mairie avec une histoire
ils ont fait comme s'ils l'excluaient de la majorité sans vraiment l'exclure. Et ça, j'ai l'impression aussi que ça a pas mal cassé quelque chose dans la perception que les gens avaient de cette mairie écolo. Je sais pas lequel de vous deux a plus suivi cette affaire et pourrait en parler un petit peu pour que les gens comprennent. Peut-être, C'est plutôt Pierre pour ouais, le coup. peut-être moi, parce qu'effectivement, Eva n'était pas encore intégrée à la rédaction quand ça s'est développé. Bon, en fait, l'affaire, c'est l'affaire Polisi, Hervé Polisi. Donc, c'est un ancien. Il était adjoint en charge des quartiers, enfin en charge de la coordination des quartiers. Et puis, il était aussi prof à l'université. Et en fait, bon. Effectivement, il avait un rapport aux femmes assez particulier, avec des remontées, y compris dans l'administration et de ses étudiants. Donc les deux affaires se sont développées en parallèle finalement. Et quand ça a commencé à être su, il y avait des alertes au sein de l'administration et l'accusation qui a été faite contre Jeanne Barzéguian, c'est de ne pas avoir pris ces alertes suffisamment au sérieux. Ce que Jeanne Barzéguian rétorque, c'est que les alertes telles qu'elles étaient exprimées, elle n'avait pas la mesure de l'ensemble des plaintes, puisqu'en fait, elle n'avait pas les informations de l'université, etc. Enfin bref, il y a tout un débat là-dessus. Et effectivement, il y a quelques élus qui s'étaient engagés, qui ont lancé des alertes, qui ont, face au blocage de l'exécutif municipal, ont lancé des alertes. Donc, il y a eu Soraya Oudji, il y a eu d'autres élus comme Caroline Zorn, qui était aussi très engagée sur les questions. Et puis, en fait, plein d'élus qui sont féministes et qui trouvaient que le système d'écoute qui était promis pourtant par cette municipalité écologiste avait mal fonctionné. Et en fait, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en fait, il y a des femmes agents de la collectivité, et y compris aussi des élus, qui ne trouvaient pas d'écoute, qui ne trouvaient pas qu'il n'y avait pas de sanction. Donc voilà, ça a fini par être révélé par Rue 89 Strasbourg, par notre journaliste Ronnie Gosser à l'époque. On a sorti l'ensemble de ce qui était reproché à Hervé Polisi, à la fois dans le volet universitaire et dans le volet ville de Strasbourg. Et voilà, ça a traîné sur la fin de son mandat à Jeanne Barzéguian comme la maire écologiste qui n'a pas pris au sérieux les alertes des violences sexistes, et ce qui est vrai. Voilà. Alors elle a fait amende honorable. Bon, elle a dit qu'elle a promis de changer les systèmes d'écoute, de faire en sorte que quand ça visait des élus, voilà, il y aurait une mise à l'écart conservatoire. Enfin, voilà, ce genre de choses, mais bon, c'est trop tard, le mal est fait. Ouais. Donc, on a un peu montré les lignes de fracture qu'il y avait entre les échecs sur la démocratie participative, ces affaires-là aussi qui ont été plutôt mal traitées. Est-ce que vous avez l'impression, c'était plutôt pour toi, Eva, comme question, qu'il y a un backlash anti-écolo aussi par rapport à la mairie écologiste, et un phénomène qu'on voit notamment à Lyon, sur le mandat de Grégory Doucet. On a vu ça aussi dans d'autres villes, on a vu ça à Bordeaux. En fait, des polémiques aussi montées par la droite sur le fait que la mairie soit écolo, avec des enjeux de stationnement, avec des enjeux aussi culturels. Il y a eu plein de polémiques. Alors, il y a eu le sapin de Noël à Bordeaux, il y a eu le Tour de France à Lyon. Là, j'ai vu qu'à Strasbourg, c'était une question de liste de nourriture au marché de Noël. Est-ce que on a aussi cette ambiance où la droite s'empare de cette espèce de sentiment anti-écolo sur cette campagne municipale ? Oui, clairement. Alors sur l'historique, Pierre pourra peut-être y revenir plus longuement que moi après, mais on a ça surtout, moi qui ai une expérience donc typiquement de conseil municipal ou de moments comme ça, on a la droite qui s'empare constamment de sujets, typiquement sur les travaux. On a eu des polémiques qui sont montées au niveau national sur une rue, donc la rue Mélanie, qui est une rue dans un quartier plutôt résidentiel, qui est le quartier de la Roberto, où sur une étape de 300 mètres devait se construire une piste cyclable qui n'a pas convenu pour de multiples raisons qu'on n'est pas forcément obligé de détailler, parce qu'en fait l'objet de la polémique, c'est juste qu'ils ont réussi à faire monter en épingle une polémique sur 300 mètres de piste cyclable qui a réussi à remonter toute la presse nationale pour prouver qu'en fait la mairie écologiste, à vouloir mettre des pistes cyclables partout, elle faisait mal, quoi. Et en fait, sur des toutes petites choses comme ça, on se rend compte que
on a eu pas mal de polémiques sur les travaux. On a eu pas mal. Mais on n'a pas eu les polémiques que de la droite. C'est peut-être Pierre qui en parlera le mieux, mais on a aussi eu des polémiques montées en épingle par les socialistes, et notamment Pernel Richardot, parce qu'on peut parler de la droite, mais c'est pas que eux, notamment sur Nacera. Peut-être que Pierre t'en parlera mieux que moi, mais c'est important d'en parler, je pense. En fait, à peine installé, en fait, il était très clair pour le gouvernement macroniste en 2020 que on n'allait pas laisser s'installer des municipalités écologistes tranquilles comme ça et qu'elles allaient pouvoir s'en sortir. Donc, il a été envoyé comme consigne de les pilonner. C'est vraiment, vous pilonnez tout ce que font les municipalités écologistes et vous faites une opposition extrêmement virulente. Moi, j'ai 25 ans de suivi d'actualité municipale. J'avais jamais vu ça, en fait. L'opposition remontée comme ça, qui attaque toutes les 5 minutes, j'ai jamais vu ça. Et ça a démarré très vite. C'était alors, là-dessus, il faut rajouter une certaine naïveté des écolos. C'est-à-dire qu'on a eu un pouvoir, une opposition très forte avec un appui gouvernemental et une naïveté des écolos. C'est-à-dire que, par exemple, à Strasbourg, il y a une mosquée qui est en train d'être construite, supposément la plus grande mosquée d'Europe, etc. C'est le mouvement du Mili-Gorush qui veut construire cette mosquée énorme avec des minarets. Enfin, voilà, on a l'impression d'être à Istanbul avec cette mosquée. Et le projet coûte 32 millions d'euros. Voilà, et dont 25 rien que sur la partie cultuelle. Et il y a une tradition à Strasbourg, c'est d'aider à 10% le montant des travaux. C'est ce qu'on a fait pour la grande mosquée de Strasbourg, voilà, qui était plutôt marocaine. Et donc, il s'apprêtait à voter 2,5 millions d'euros de budget municipal pour participer au financement de cette immense mosquée. Sans aucun travail de veille sur qu'est-ce que c'est que le mouvement Mili-Gorush, voilà, qui est une sorte de mouvement qui rabat un petit peu la communauté turque vers la droite conservatrice, avec un œil sur Ankara, voilà. Bon, et ils étaient prêts à voter ce truc. Donc, effectivement, là, Gérald Darmanin a tapé du poing partout dans les médias, etc. Il a quasiment accusé la ville de faire alliance avec du terrorisme islamiste. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des... Et puis alors, avec un relais de la préfecture, c'est-à-dire qu'on a eu une préfecture du Bas-Rhin extrêmement politisée, qui instrumentalisait dans la politique locale, en fait, pendant des années. Voilà. Donc ça, c'était en mars 2021, et puis ça a continué. Il y a eu des histoires de foie gras qui étaient bannis des réceptions de la ville de Strasbourg. Il y a eu une polémique aussi montée sur une croix de Jésus qui était supposément interdite au marché de Noël. Enfin, en fait, tous les ans, il y en a eu. Moi, j'en ai compté une dizaine de polémiques extrêmement fortes qui sont remontées jusqu'à des niveaux nationaux et internationaux, chauffés par l'extrême droite aussi dans plein d'occasions. Donc, on a eu l'impression, voilà, d'une municipalité assiégée. Et ce qui a des conséquences encore aujourd'hui, puisque une des grandes promesses de l'opposition, c'est de ramener la concorde. C'est-à-dire que l'opposition qui a sauté à pieds joints dans toutes les mares de boue possibles, maintenant elle arrive, elle dit on va ramener la concorde dans cette ville, puisque en fait les écologistes l'ont fracturé, les écologistes ont le divisé, les écologistes sont dogmatiques, et nous on va ramener la concorde. Mais en fait ils oublient de dire que s'ils avaient essayé de comprendre ou d'aller un petit peu plus loin que les semblants, peut-être qu'on n'aurait pas eu des débats municipaux à ce point violent. Voilà. Donc c'est sûr que voilà. Après là-dessus, les écologistes n'ont pas été malins non plus. C'est-à-dire que ils se sont mal gardés des polémiques qui pouvaient leur être faites. Même effet que dans d'autres villes où les écolos n'avaient pas énormément d'expérience de gestion en fait localement, et où ils sont tombés dans les polémiques très rapidement sur le début de mandat en tout cas, et dans la gestion de ces polémiques après. Oui.
On a pas mal parlé de l'opposition. Est-ce qu'on ferait pas un panorama aussi des forces en présence? Parce que la spécificité aussi à Strasbourg, contrairement à d'autres villes, c'est que le PS est considéré comme l'opposition, et c'est d'ailleurs la liste qui, pour l'instant, est favorite pour cette élection municipale. Eva, est-ce que tu peux présenter un petit peu les différentes forces en présence dans la ville, les listes principales, donc que ce soit je veux qu'il y a le PS, une liste LFI et une liste Horizon notamment, et le RN qui sont là. Oui, tout à fait. Donc, on a beaucoup de forces en présence sur cette campagne de Strasbourg. Donc, on a Jeanne Barzéguian, donc écologiste. Je vais commencer par la gauche. Est-ce qu'on fait toute la gauche ou juste les forces les plus... Ceux qui sont En tout cas, LFI, PS et écolo, je pense, parce que après de ce que j'ai vu, ils sont pas très très élevés dans les enquêtes pour les autres sont l'instant. pas très élevés. Donc, effectivement, à gauche, on a aussi Catherine Trottmann, donc ancienne ministre. Elle a été maire de Strasbourg 2 fois, qui se représente et qui est, comme tu le dis, en tête dans les sondages. Mais on pourra peut-être faire un point aussi sur les sondages et expliquer les biais, parce que nous, à Re89, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et à chaque fois, on saute un peu de nos chaises quand on voit les sondages. Donc, on a donc Catherine Trottmann d'une part pour le PS. On a pour LFI Florian Cobrine, donc, que je présente un petit peu plus. Donc, c'est un conseiller départemental d'opposition de la collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas LFI depuis très longtemps, parce qu'en fait, il s'est encarté il y a 1 an à peu près, même pas, en avril 2025, quand il a quitté son groupe d'opposition. Donc maintenant, il est élu tout seul d'opposition à la CEA, il n'est plus avec le groupe des écologistes. C'est un candidat, donc c'est une candidature LFI qui est intéressante, parce qu'en fait, en 2020, c'était Kevin Loquet qui s'est présenté et il a fait 3% des suffrages donc, aux élections municipales. Et là, ils ont une autre dynamique, c'est-à-dire qu'ils ont une dynamique de se dire on y va, on a plus d'emprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un député LFI donc dans le territoire qui est Emmanuel Fernandez depuis 2022. Donc, ils ont l'impression d'avoir plus d'ancrage, sachant qu'ils ont aussi fait des bons scores aux européennes, autour de 20%, je suis en train de retrouver le chiffre, mais c'est par là. Donc, ils s'appuient un petit peu là-dessus, mais ça n'empêche que sur des scrutins municipaux, pour le moment, ça n'a pas encore fait ses preuves. Donc, on a un candidat LFI qui essaye. C'est aussi celui qui essaye d'être le plus... C'est le seul qui a développé un programme aussi large. Donc, il a 400 mesures. Je n'ai jamais vu. C'était ma première conférence de presse en arrivant à Strasbourg il y a quelques mois. Donc, il essaie de s'imposer de la sorte. On a ces 2 forces là en présence. Et donc au centre, on a un candidat qui est Pierre Jakubowicz, donc qui est Horizon, et qui lui a de forts liens en fait avec la droite, parce qu'il les a beaucoup fréquentés, parce qu'il a été dans les équipes de Brigitte Klinkert, donc qui était conseillère à la CEA, mais aussi Frédéric Bierry, qui est le président de la CEA, qui est de droite. Et donc, il a des liens à droite forts, mais ce qui lui dessert, c'est que à sa droite, il y a encore un autre candidat LR qui est Jean-Philippe Vetter, et qui, lui, a réussi à récupérer une partie des élus de droite. Donc, notamment Nicolas Matt, qui est un élu, normalement Renaissance, d'opposition. Donc, toutes ces personnes-là, j'ai oublié de le préciser, que ça soit Catherine Trottmann, Jean-Philippe Vetter, Pierre Jakubowicz, ce sont des élus d'opposition à la ville aussi. Et on a aussi donc Nicolas Matt, comme je le disais, cet élu Renaissance qui a préféré aller avec le candidat DLR. Donc Pierre Jakubowicz qui déploie beaucoup d'énergie dans cette campagne, mais qui même au centre, il a du mal à rassembler. Donc, mais qui est quand même une liste alliée avec Modem et Renaissance, si je me trompe pas. Donc c'est quand même globalement les macronistes quoi sur ça. Il a le soutien officiel de Renaissance, mais en fait Renaissance à Strasbourg, c'est pas grand monde, hein, malheureusement. Donc et le Modem, c'est sympa aussi, mais c'est pas non plus très implanté à Strasbourg. Voilà, à Strasbourg, on a plutôt, la droite, c'était plutôt une droite UDF, démocrate chrétien, et c'est vrai que cet électorat-là, il est plutôt chez les Républicains, parce que le candidat les Républicains, Jean-Philippe Vetter, lui, pour le coup, il n'est pas du tout affiliable à l'extrême droite, quoi. Il s'en démarque très clairement. Et il démarre lui aussi une campagne en disant la droite, la gauche, vous savez, c'est pas très important. Ici, c'est les enjeux locaux. Voilà. C'est ça. Et sur le. Ça va même plus loin parce donc Pierre Jakubowicz, qui est le candidat centriste, il est en train de tout faire pour le rallier. En fait, que ce soit dans les conseils municipaux où il passe son temps à lui faire des courbettes et il sait très bien que c'est filmé, qu'il y a des journalistes, donc on va le relayer. Dans ses dernières déclarations à la presse, il lui refait un appel du pied. Donc, on a vraiment cette dynamique-là de vouloir réussir à capter le centriste pour gagner des voix. Et du côté du PS, on a aussi une
démarche plutôt de recentrage, on peut l'appeler comme ça, mais en plus avec des polémiques qui ont aussi traversé cette équipe municipale, donc qui a été aux manettes pendant quand même assez longtemps. Hein. C'était en 89 et 2001, donc pour Trottmann, et 2008 et 2020 pour le Roland Ries, c'est ça Roland Ries, ouais. La ville est à gauche, PS, depuis sa prise par Catherine Trottmann en 89. Il y a une parenthèse, si tu veux, entre 2001 et 2008, mais qui est due à une division de la gauche à l'époque. Alors quand Catherine Trottmann était revenue de son épisode au gouvernement, il y a eu des bisbilles, ils ne sont pas accordés, elle s'est pris une liste dissidente de gauche, et donc ils ont perdu les élections, mais la ville est à gauche depuis cette époque. Et en fait, là, on voit donc, avec le retour de Catherine Trottmann, qui est une sorte de figure tutélaire, hein, enfin, tu vois, elle a 75 ans, ancienne ministre, députée européenne, et en plus, bon, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, hein, elle a une forme d'autorité naturelle qui fait que quand elle parle, on l'écoute. Et donc là, elle revient. Alors, elle a été, certes, investie par le Parti socialiste, mais elle fait pas campagne sur le Parti socialiste. Elle est pas du tout là-dessus. Elle s'en détache un peu. Elle fait une campagne au centre, vaguement centre-gauche. Et en fait, dans sa majorité, dans son équipe, il y a tout un tas d'anciens macronistes. Voilà. Donc, bon. Un peu retour en 2017 avec le connexion entre le PS et les macronistes. Et il y a même des polémiques aussi, on en parlait. Vous avez évoqué le nom de Pernelle Richardot. Est-ce que vous pouvez évoquer cette polémique islamophobe qui a un peu aussi traversé c'était pas pendant la campagne, mais la ville de Strasbourg. Ça, pour le coup, ça a aussi fait la une des médias nationaux parce qu'il y avait une campagne avec une femme plutôt âgée avec un voile qui apparaissait dans cette campagne. Et il y a eu une polémique islamophobe qui est venue justement de ce milieu politique PS là. Oui, bah. Tu veux que j'en parle, Eva, peut-être? Ouais. Vas-y. Parce qu'en fait, il y a cette idée, l'opposition essaye d'instiller l'idée que les écolos sont un peu antisémites, voire un peu sur les accusations qu'on fait porter à LFI, quoi. Des accusations islamo-gauchisme, voilà, ce genre de donc, et ça, c'est le créneau de Pernelle Richardot depuis super longtemps. Et donc, Pernelle Richardot, à chaque fois qu'elle voit de l'islam dans une communication publique, elle démarre. Voilà, donc, et là, en fait, c'était une campagne donc d'affichage sur les vieux dans la ville. Et donc, dans une série de 9 portraits, il y avait une femme voilée. Voilà. Et ça, pour Pernelle Richardot, c'est pas possible. C'est du prosélytisme. Dès qu'on met une femme voilée dans l'espace public, c'est de l'islam. Et si on met de l'islam dans la rue, ben ça veut dire que on est pour les islamistes et donc contre les juifs, etc. Bon, bref. Et c'est parti très très vite. C'est-à-dire que Pernelle Richardot, elle a l'audience des médias d'extrême droite, hein, notamment Israël 24, I24 News. I24 News, voilà, ouais. I24 News, et puis après c'est parti effectivement sur CNews, le JDD, etc. Et voilà, et ça a eu encore des effets en ville, en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé encore sur avec les écolos. Et en fait la polémique passe. Après on se rend compte que finalement c'était rien du tout, mais dans l'esprit des gens, dans ce qui reste en fait, dans la rémanence de la polémique, parce que c'est ça qui veut être capté par les gens qui les lancent, ben c'est que la mairie écologiste, c'est une mairie islamo-gauchiste. Et voilà. Et donc c'est vrai qu'on a cette ambiance de fond sur laquelle sur laquelle on surfait l'opposition pendant 6 ans. Cette personne est toujours intégrée à la liste PS, est soutenue par elle, et c'est vraiment une figure un peu, qui est maintenue qui a des discours extrêmes, mais qui est toujours maintenue dans le giron du PS. Eh ben, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, on a la liste de Catherine Trottmann qui vient d'être dévoilée et elle est 5e sur la liste de la candidate. D'accord, donc quasi assurée d'être élue, même si elle n'est pas à la mairie, quoi.
C'est ça. Et pour le coup, lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu la semaine dernière auquel j'ai assisté, la majorité, elle avait des choses à dire, en fait, l'exécutif sur ça. On a un premier adjoint qui a pris à partie Pernel Richardot en lui disant vous avez véhiculé de la haine tout le mandat, plus jamais ça. Donc une phrase quand même, c'est lourde, vu là d'où elle vient. Mais il n'y a eu aucune réponse. On a Pernel Richardot qui répond pas. Enfin, c'est évident qu'ils répondront pas de toute façon. Et Catherine Trottmann qui, même quand on rappelle cette polémique, enfin, il n'y a pas de réaction. Et elle dévoile sa liste dans ce même temps, et puis elle apparaît cinquième. Mais ça a créé, on parlera peut-être à un autre moment, mais ça a créé des scissions dans le PS, alors qu'ils n'ont pas vraiment d'impact direct sur cette campagne, mais ça n'empêche qu'on a un PS qui est morcelé aujourd'hui. Ouais, en fait, dans la fédération, du Bas-Rhin, du Parti socialiste, c'est l'enfer. Bon, déjà, il y a plus grand monde. Il y a 130 adhérents. Enfin, voilà, si on tout mouillé. Et puis, en fait, voilà, effectivement, il y en a une bonne partie qui sont macrono-compatibles. Il y en a une partie qui sont dans le noyau dur avec Trottmann, mais qui du coup sont très installés, très institutionnels, et puis il y en a une partie qui se disent mais en fait nous on est plutôt avec la gauche représentée par Jeanne Barzéguian, voilà. Donc parce qu'il faut voir aussi que vu que Catherine Trottmann a fait tout son mandat de 2020 dans l'opposition, elle s'est retrouvée à partager beaucoup de positions avec la droite, puisque la droite essaye de capter les voix centristes aussi, et que Catherine Trottmann se place au centre-gauche, ils se sont retrouvés sur les mêmes bancs avec les mêmes arguments. Donc pour une partie des militants socialistes, mais qui ne sont pas très nombreux, ça a été choquant de voir Catherine Trottmann avec la droite. Et encore aujourd'hui, on se demande si Catherine Trottmann, au deuxième tour, elle ne serait pas capable de faire alliance avec le centre-droit, représenté par Pierre Jakubowicz. Oui, déjà, il y a des rumeurs qui circulent sur éventuellement des listes qui se retireraient, qui fusionneraient, et on parle de cette fusion au centre, j'ai envie de dire, entre le centre-droit et le centre-gauche, quoi. C'était quelque chose qui a été évoqué. Non, t'as pas l'air trop d'accord, Eva. Si, après, c'est juste que, si, évidemment, on entend plein de choses en tant que journaliste politique, on vient nous rapporter énormément de choses. On a des postures, mais en fait, tout ça, ça se base aussi toujours sur des sondages où Catherine Trottmann, elle est en tête, où elle a plus de 30%, et où du coup, on a ces positions un peu pivots, comme Pierre Jakubowicz, qui aurait des discussions dans le noir tard le soir avec Catherine Trottmann. Donc, je mets un peu de distance avec ça, parce que tout se joue aussi sur des discussions faites sur des sondages qui concernent 600 personnes à Strasbourg à chaque fois. Donc, bon, voilà, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles, mais juste... voilà, prendre un peu de recul aussi sur ces sondages-là qui influencent en fait beaucoup ces histoires de ralliement de second tour. Oui, puis qu'on rappelle qu'une photographie de l'opinion à un instant T, des personnes interrogées à un instant T, et pas une prédiction de ce que sera le scrutin. Sur les thèmes de campagne, puisqu'on parlait de droite et de municipal, il y a aussi le thème qui revient dans toutes les campagnes municipales de la droite un peu partout, c'est la question de la sécurité, qui est aussi un autre axe qui est souvent reproché aux écolos, dire qu'ils ont laissé les villes partir à volo, qu'il y a plus que c'est à feu et à sang, enfin des fois un tableau apocalyptique. On n'a pas trop parlé du RN d'ailleurs, et je pense qu'on peut introduire ça avec une polémique qu'il y a eu, c'était l'usage de l'IA justement par la liste RN pour un petit peu faire un tableau très sombre de Strasbourg en disant que c'était plus possible et que la ville était à feu et à sang. Alors on a vu l'exemple de Sarah Knafo à Paris à l'extrême droite, et là on a un autre exemple d'usage de l'IA par l'extrême droite pour dépeindre un tableau d'une ville totalement dévastée. Eva, est-ce que tu peux en dire un mot sur cet axe de la sécurité à droite et à l'extrême droite dans cette campagne pour le moment? Donc, pour la présenter, donc on a, parce que je ne l'ai pas présentée, Virginie Joron. Donc... Ouais, il y a un petit souci de micro, Eva. Je pense que. Ah oui, tu avais la main dessus. Ouais. C'est bon. C'est bon, ouais, ça devait être OK. Donc on a Virginie Joron à l'extrême droite, donc, du RN, qui est aussi eurodéputée et qui mène sa campagne effectivement sur des axes de sécurité. Une des premières choses qu'elle a fait, c'est effectivement utiliser l'IA pour générer des images d'un Strasbourg sale avec des déchets, etc. Donc voilà, et c'est quelque chose dont elle se vante. J'ai assisté à un de ces meetings. Et en fait, elle en est très fière de dire qu'elle sait utiliser ces outils-là et que de toute façon, tout le monde est bien conscient que c'est de l'IA et que c'est pas très grave, quoi, en clair. Mais du coup, effectivement, on a une campagne qui est axée sur la sécurité. Donc c'est des thématiques qui sont chères à l'extrême droite, on le sait, mais en fait, c'est des thématiques qui sont en train de se déporter sur tous les autres candidats aussi. À droite, on a eu aussi Jean-Philippe Vetter qui nous emmène dans un quartier de Strasbourg qui est la Méno, où on a le
les connaisseurs, où il a été trouvé le coin où il y avait le plus de déchets possible sur le sol pour nous faire sa conférence de presse, où il avait même mis en scène, donc il se baladait avec un balai pour nous montrer que c'était sale. Donc en fait, on a vraiment cette dynamique-là. Mais on la retrouve aussi au PS parce que l'une des premières conférences de presse sur les municipales de Catherine Trottmann, elle nous emmène place d'Austerlitz, qui est une place où il y a des cafés, des jeux pour les enfants, etc. Mais aussi des travaux en ce moment pour nous montrer à quel point c'est une place qui n'est pas sûre, qui est sale, etc. Donc ça, c'est vraiment depuis le début de ce lancement de campagne, on pourra y revenir, mais on n'a pas énormément de mesures fortes. Mais par contre, pour dire que Strasbourg est devenu sale et peu de sécuritaire, ça, on a vraiment des candidats qui vont de l'extrême droite au PS, quoi. Un autre enjeu aussi qui est important à Strasbourg, qui est considéré pendant longtemps comme capitale française en termes d'installation cyclable, capitale du vélo, et qui est un enjeu pour les mairies écolos aussi, parce qu'il y a beaucoup de discours anticyclistes notamment. Là, on est dans une situation un petit peu différente, parce que Pierre, tu me disais que justement, on avait un petit peu atteint un espèce de palier pour ce qui est des installations cyclistes, et en tout cas des difficultés à améliorer la situation, mais il y a quand même du côté du PS un discours un peu hostile au vélo malgré tout qui se dessine. Ouais, bon, alors, en fait, il y a plusieurs débats qui se mélangent là-dedans. D'abord, il y a le fait qu'effectivement, Strasbourg était capitale du vélo parce que, en fait, pendant longtemps, on mesurait le développement cycliste d'une ville au nombre de kilomètres de pistes cyclables. Et c'est vrai que à Strasbourg, il y a des pistes cyclables partout. Donc, sauf que aujourd'hui, vu que la part modale du vélo, c'est quand même entre 15 et 20%. Aujourd'hui, ça suffit plus. C'est-à-dire qu'on a des vélos qui vont beaucoup plus vite puisqu'ils sont électriques. Il y a aussi tous les livreurs de repas, etc., qui foncent parce que, voilà, ils sont attendus à moins de 2 minutes par des gens qui sont pas capables d'aller acheter à manger. Et donc, en fait, il faut donner une nouvelle place pour le vélo. Et là, Strasbourg est plus du tout dimensionné. Donc ça, les écolos, ils en étaient bien conscients et ils ont fait des énormes pistes cyclables, c'est-à-dire des sortes d'autoroutes, c'est-à-dire vraiment des voies, etc. Et là, du coup, le consensus qui était les vélos, c'est sympa, et si on les met quelque part sur le trottoir, c'est très bien, ça gêne personne. Par contre, si ça commence à enlever des voitures, si ça commence à enlever du stationnement, si ça commence à prendre de la place de manière trop visible, là, il y a plus de consensus. Voilà. Et donc ça, les écolos, eux, ont assumé une politique qui était de donner une place importante au vélo. Et donc ça, c'est une bataille qui est en cours. Je pense pas que les opposants, si jamais ils arrivent au pouvoir, reviendront sur les pistes cyclables qui ont été tracées. Par contre, c'est sûr que c'est une politique volontariste de donner plus de place dans l'espace public au vélo, ça c'est sûr que ça va s'arrêter. Ouais. Dans le chat, on parle de la proposition de Trottmann du pied-à-terre des cyclistes en centre-ville. Est-ce que tu peux un petit peu parler de cette histoire? Parce que je vu que vous avez fait un article dessus. C'est Pierre qui était à la conférence de presse, donc je vais peut-être le laisser quand même parler de ça. Mais, en fait, effectivement, c'est toujours la question, c'est qui est légitime pour marcher dans la ville, en fait. Qui est légitime pour occuper la ville? Est-ce que c'est les piétons? Est-ce que c'est les cyclistes? Est-ce que c'est les automobilistes, etc. Voilà. Qui occupe la ville? Et donc ça se concentre avec beaucoup plus d'acuité dans le centre-ville, notamment où une partie est piéton, etc. Et où les vélos, effectivement, les vélos électriques, dont les livreurs de repas, faut pas le nier, foncent dans des espaces où il y a plein de gens. Rue des Grandes Arcades, par exemple, entre la place Kléber et la place Gutenberg. C'est une place très commerçante, voilà, il y a plein de gens qui flânent, voilà, etc. Et il y a des vélos qui foncent. Donc c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont stressés parce que si tu regardes pas, alors que tu es dans un espace piéton, si tu regardes pas à gauche, à droite, tu peux te faire raser par un vélo. C'est vrai. Et donc il y a cette idée que dans le centre-ville, en fait, ce qu'il faudrait, c'est obliger les cyclistes à mettre pied à terre, en tout cas dans les parties piétonnes, etc. Donc ça a fait beaucoup débat, mais je pense que Catherine Trottmann, qui a un peu lâché ça de manière un petit peu périphérique, elle va assumer cette position. Et ça correspond aussi à cette idée de pacifier la ville, surtout pour les vieux, puisqu'en fait, c'est surtout les personnes âgées qui trouvent que les vélos vont trop vite, trop près d'eux, quoi. Et,
Oui. Dans certains cas, ils ont raison. Mais d'un autre côté, une voiture qui représente aussi un danger important et qui est un véhicule qui va vite et qui a plus de mortalité que le vélo. Par contre, on est plutôt sur un discours du centre et de la droite qui est plutôt pour avantager les automobiles. Vous avez parlé aussi de baisse de prix du stationnement, par exemple. Cette espèce d'entre-deux où le vélo est forcément très dangereux, mais la voiture, c'est moins grave aussi. Oui, Eva, c'est pardon, ça. Eva, oui, On a excuse-moi. vraiment cet pardon. Ouais. On a vraiment cet argument chez tous, en fait, avec Catherine Trottmann qui veut baisser le prix du stationnement pour avoir un stationnement qui va de 5 à 20 euros. On a Pierre Jakubowicz au centre et Jean-Philippe Vetter à droite qui veulent un stationnement unique à 15 euros. Jean-Philippe Vetter qui veut que de midi à 14h, on ne paye pas pour venir au centre-ville pour pouvoir aller voir les commerçants. Donc, on a ce discours-là. Après, on le retrouve aussi, on n'a pas du tout parlé des petits candidats, mais c'est aussi intéressant parce que du coup, on se rend compte que ça a infusé toutes ces idées-là de il faut le retour de la voiture en ville. On a des candidats comme Fahad Raja Mohamed, qui est donc un candidat qui n'est encarté nulle part, qui a créé son propre parti qui s'appelle le MPI, Mouvement Populaire Indépendant, et qui a 20 ans. Donc c'est un tout jeune candidat. Et lui, une des premières choses qu'il dit, c'est il faut remettre plus de places de stationnement en ville. Et surtout, quand on réfléchit à la construction de futurs immeubles, il faut absolument qu'il y ait du stationnement dedans. Il faut qu'il y ait du parking. Donc même dans des candidats qui sont jeunes, qui ont une vision, etc., un peu plus jeune, typiquement, on retrouve ce positionnement-là. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant comment ça a infusé cette idée de... Mais derrière, il ne faut pas oublier que derrière cette thématique du stationnement, il y a aussi la volonté de vouloir récupérer un vote qui est le vote du commerçant. Parce que on a cette idée que on ne peut plus aller en ville facilement, c'est plus possible, ça marche pas, même les transports sont trop chers. C'est un argument qu'on va avoir jusqu'au NPA avec la candidature de Cem Yildiz, qui mardi soir lors d'un débat dit qu'il y a de l'écologie punitive parce que le prix du ticket de transport est trop cher. Donc en fait, tous ces discours-là, ils ont pour but de récupérer aussi un électorat qui a envie d'aller en ville pour faire du commerce. C'est pour les commerçants, c'est pour les artisans. Et donc en fait, c'est ça qu'il y a derrière le stationnement aussi, c'est une volonté de récupérer cet électorat. Avec une idée aussi très répandue des commerçants que les gens viennent faire leurs courses en centre-ville en voiture, ce qui est pour la plupart des grandes villes faux en fait. Ce qui est faux. Ouais. Ce qui est faux. Ouais. Ça. Non, mais c'est une vision de la ville en fait. C'est une vision. On est dans un débat entre quelle ville on veut. Est-ce qu'on veut une ville bourgeoise où on fait ses courses, soi-disant, où on peut se garer en bas de chez soi avec son SUV et puis on peut emmener son enfant à l'école avec la même énorme bagnole et puis faire ses courses toujours en allant chercher le pain en voiture. Et en fait, il y a une partie de l'électorat qui est sur ce mode. On l'a vu notamment lors des réunions publiques autour de l'extension du tram Nord, qui prévoyait de créer un parking en ouvrage et de supprimer beaucoup de places de stationnement là où vivent les gens, c'est-à-dire dans la rue. Et ça, il y a eu des levées de boucliers dans tout le quartier, l'un des quartiers les plus bourgeois de la ville, qui est la Neustadt. Et ça, les gens sont allés hurler dans les réunions publiques qu'il fallait pas qu'on leur enlève leur place de stationnement. Peut-être pour terminer, un petit point plus global sur l'Alsace, déjà commencer par la métropole. En fait, on a un particularisme strasbourgeois d'être une ville qui est plutôt de gauche, de centre-gauche, dans un département, une région où les mairies sont plutôt de droite. Et il y a un autre enjeu autour de ces municipales, c'est la question de la métropole. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Alors, je ne sais pas exactement quels sont les pouvoirs de la métropole, parce que c'est vrai que d'une ville à l'autre, les pouvoirs et les possibilités de la métropole sont un peu différents. Mais il y a aussi cette possibilité-là d'une bascule à droite du niveau administratif supérieur par rapport à la situation des villes autour de Strasbourg. Eva, peut-être, je ne sais pas si tu peux en dire un mot. Donc oui, on a un double enjeu pendant les élections municipales, c'est qu'on va élire aussi des personnes qui vont être dans les conseils, donc à l'Eurométropole, on appelle ça l'Eurométropole, donc la métropole de Strasbourg, où on a un équilibre qui est très serré à chaque fois. On a pas mal de maires de droite, toutes les communes autour, alors pas forcément vous parler d'Ingolsheim, Obernai, Ilkirch, donc c'est toutes des communes qui sont autour et qui sont à droite. Donc, voilà. Et une des compétences, par exemple, qui est importante, c'est les transports. Les transports, c'est quelque chose qui se vote au niveau de l'Eurométropole. Donc c'est des enjeux aussi. Alors à Strasbourg, pour le moment, pendant ce mandat-là, ça a plutôt bien marché. On avait une présidente de l'Eurométropole qui était Pia Ims, qui était sans étiquette, mais qui a un discours qui est en tout cas tourné vers l'écologie. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais là, effectivement, elle s'en va. Elle annonce qu'elle sera plus maire parce qu'elle était maire de Holsheim, Pierre, c'est ça? Oui.
pas dire une bêtise. Oui. Merdelsheim est présidente de l'Eurométropole, elle ne se représente pas. Donc on va avoir cet enjeu-là, effectivement, avec quand même plusieurs communes qui sont plutôt à droite. Mais Pierre, il a peut-être un regard sur les dernières années, comment ça s'est joué sur à l'Eurométropole, élections. c'est toujours un petit peu tendu, c'est-à-dire c'est une grosse partie des finances sont là-bas quand même, la majorité des finances, et notamment pour tout ce qui est projet structurant, hein, tous les transports par exemple, c'est l'Eurométropole. Tout ce qui est énergie, c'est l'Eurométropole, donc c'est extrêmement important, et donc il est très important que l'exécutif métropolitain soit aligné sur l'exécutif municipal, sinon ça peut pas marcher à Strasbourg. En plus, les administrations sont fusionnées. Donc voilà. Et donc, mais ça se joue à quelques voix près. Et en 2020, quand les écologistes ont remporté Strasbourg, bah, ils ont dû faire alliance avec des maires de droite pour que la coalition métropolitaine soit avec eux, quoi. Sinon, c'était pas possible. Parce qu'il y a des territoires où il n'y a même pas de liste de gauche, en fait, au municipal. Il y a des endroits où, alors tu me disais, il y a des listes de droite un peu plus centristes. Oui, non, ça descend très vite. C'est-à-dire que les listes de gauche, si on sort des communes, on va dire, vraiment très proches, comme Schiltigheim et Ilkirch-Gravenstaden, dès qu'on est en deuxième couronne, il n'y a plus de liste de gauche. Il y a des listes sans étiquette. Alors, avec des programmes vaguement progressistes, par exemple sur la végétalisation, voilà, la place du vélo, les transports, tout ça. Mais non, il n'y a pas de liste de gauche affichée comme telle. Ouais, non. Il y a une question qui me semble intéressante parce qu'il nous reste 5 petites minutes, qui est plus par rapport à votre travail à vous pour ces municipales. Comment vous avez préparé à Euro 89 Strasbourg le traitement de ces municipales? Super bien. Super bien, évidemment. Il y a des articles que vous pouvez lire, hein, j'en ai partagé un tout à l'heure dans le chat sur la démocratie participative. Je vais vous mettre carrément le lien de 89 Strasbourg, comme ça vous pourrez aller voir. On voit même le direct sur le site, incroyable. Mais globalement, quel est un petit peu votre plan pour ces municipales? Comment vous cherchez à traiter? On parlait des sondages, la question de qui est un gros candidat, qui est un petit candidat. Comment vous avez prévu ces questions-là, Eva? Alors de plusieurs manières. Déjà, on a fait plusieurs papiers bilan, donc pour que les gens puissent avoir un regard. Donc c'est pas des exercices qui sont évidents même à faire pour parler de l'exercice journalistique, parce qu'on essaie de retracer 6 ans de mandat, tout en essayant de rester intéressant pour les gens, ce qui est pas évident, parce que c'est quand même des historiques qui sont assez importants. Et il y a cette idée de les gens puissent avoir des bilans. Ensuite, on a commencé, moi ça fait 3 mois et demi que je suis là maintenant, donc on suit les conférences de presse pour voir, mais il n'y a pas forcément une vocation de toujours faire du papier. C'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce qu'il y a une vraie mesure? Est-ce qu'ils annoncent quelque chose? Est-ce que c'est des listes? Et on va essayer de prendre un peu un regard critique, de regarder l'historique à chaque fois quand ils nous annoncent quelque chose. Par exemple, moi, un des exemples, c'est il y a 2 jours, j'ai fait une conférence de presse avec la maire qui nous annonce de nouvelles mesures sur la démocratie participative, justement, et où elle nous parle d'une mesure, voilà, je veux un médiateur municipal à Strasbourg. Et donc, moi, mon regard et mon travail, c'est aussi de dire, est-ce que ça n'a pas été déjà proposé avant? Et donc, du coup, de voir qu'il y a 2 ans, c'est une motion qui a déjà été votée, c'est une résolution, votée, que l'opposition avait proposée et qui avait été votée et jamais mise en place. Donc, c'est d'avoir un regard un petit peu, prendre un peu de recul, voir si ce qu'on nous raconte, c'est pas juste des mesures toutes faites. Donc, on a ça, on a ce traitement-là. Et ensuite, Pierre, bien avant que j'arrive, a imaginé la newsletter politique qui sort tous les jeudis aussi. Je vais quand même lui laisser la primeur d'en parler, mais qui nous permet d'avoir ces petites infos croustillantes de la campagne aussi et de s'intéresser à un public qui a envie de savoir un peu les coulisses, quoi. Je mets le lien pour les inscriptions newsletter d'ailleurs dans le chat, si jamais ça vous intéresse. Ouais, c'est un produit qu'on a lancé spécifiquement depuis la rentrée là sur les municipales, ou parce qu'en fait on était en 2020, on était un petit peu, parce que chez nous en fait le problème c'est que sur un site web un article c'est tout de suite quelque chose d'important, c'est tout de suite ça prend du temps, il faut une photo, il faut rappeler le contexte, etc. Et on n'avait pas la place pour les toutes petites brèves de 2 phrases sur un site, tu peux pas faire ce genre de format. Et donc on s'est dit bon bah voilà, on va faire une newsletter pour mettre tous les petits échos de campagne auxquels on est confrontés, les trucs qui nous semblent intéressants pour les gens qui s'intéressent à la politique, mais qui font pas un article. Voilà. Et donc on a essayé de faire ce format en newsletter là depuis septembre. C'est hebdomadaire et c'est vrai qu'on s'amuse bien avec cette newsletter. Elle est lue par 1300 personnes et avec un énorme taux d'ouverture.
Mais évidemment, elle n'a pas l'audience du site, quoi. Du site. Ouais. Et donc, voilà, on balance un petit peu entre qu'est-ce qui fait information, qu'est-ce qui fait débat public et qu'est-ce qui est de la com politique, quoi. Enfin, c'est toujours le problème en tant que journaliste. Où est-ce qu'on se place? Est-ce qu'on est en relais d'une forme de communication politique, forcément? Et à partir de quand ça fait information? Donc, voilà. Et là, maintenant, on va rentrer dans une phase un peu plus analytique où on va analyser les propositions et on va faire des grandes thématiques et on va permettre aux gens de se positionner sur les thématiques qui les intéressent. Voilà. C'est ça. On a pensé par exemple, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. On a pensé par exemple à des formats, ce qu'on appelle du fact-check, c'est-à-dire est-ce que telle mesure qui a été proposée par tel candidat est possible avec les moyens qu'il y a dans une ville actuellement? Par exemple, ils sont sur la sécurité, beaucoup veulent redéployer des effectifs de policiers municipaux partout avec des brigades, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Donc on a envie de faire aussi plus de formats comme ça dans le dernier mois, parce que c'est un moment qui est hyper dense, où on nous envoie des informations en continu, où les gens reçoivent énormément, et en fait qu'ils puissent aussi essayer d'avoir un regard de « ok, on nous dit ça, mais est-ce que c'est possible ?» Donc là, sur le dernier mois, c'est ça qu'on a envie d'emmener aussi, c'est que les gens puissent se placer avec les moyens qui existent aujourd'hui à Strasbourg. Est-ce que ce qu'on nous propose, c'est quelque chose qui est possible, en fait? Donc voilà. Eh ben, écoutez, ce sera un très bon mot de la fin, cette promo newsletter. J'ai mis le lien, il y a déjà des fans de la newsletter dans le chat. En plus, il y a Isolde qui dit la newsletter est géniale, des gens qui la lisent déjà, qui sont là, Natura Time aussi qui dit super idée la newsletter. Donc voilà, vous avez déjà des retours. Bah, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour avoir accepté cette invitation. Et puis merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Et puis on retrouve évidemment ce replay de live dès la fin à midi. Hein, vous pourrez le voir sur Twitch et ce sera mis en ligne sur YouTube également dans le week-end. Alors uniquement la partie interview, hein, pas la partie revue de presse. Nous, on se retrouve dans 5 petites minutes, le temps d'une petite pause pour la revue de presse Mediapart. Et vous pourrez évidemment retrouver les articles de Pierre et Eva sur E89 Strasbourg. Voilà, abonnez-vous bien sûr, comme on dit ici. Et merci à tout le monde d'avoir suivi cet entretien. Et merci encore à tous les deux d'être venus. Allez, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Salut tout le monde. Merci.